Grosse dépression, et plus de thunes. Rien. Limite quémander pour pouvoir avoir 15 centimes pour pouvoir m'acheter, je me rappellerai toute ma vie. Et vous savez, les sachets de soupe, j'étais parti de chez mes parents, donc je vivais à droite à gauche, ça m'est même arrivé des fois de dormir dans la rue. Chris, c'est un entrepreneur qui a eu un parcours chaotique. On part en Thaïlande, tout ça, 87 € sur mon compte. Il me reste 87 € sur mon compte. Aujourd'hui, Chris est surtout connu pour les conseils en philosophie qu'il partage sur ses réseaux sociaux. Si on parle des stoïciens par exemple, on parle quand même d'un mec Épictète qui a fait 30 ans d'esclavage, qui s'en est sorti. Mais dans cette édition, Chris va vous révéler les coulisses de son entreprise. En effet, son parcours atypique l'a amené à créer une entreprise de closer. Une entreprise de closer, c'est une entreprise qui a pour vocation de former des gens à la vente. Sauf que lui, il a une approche qui est différente et bien plus efficace de la vente. On s'est inspiré un peu de Jordan Belfort du Loup de Wall Street. Il utilisait 3 grands piliers, l'être humain, l'entreprise et le produit. Dans cette édition, Chris va vous donner les étapes concrètes à suivre pour créer une offre irrésistible et la vendre. Il y a des closers qui sont montés à plus de 80% de taux de conversion. Il expliquera également comment allier la philosophie et le business pour devenir un meilleur chef d'entreprise. La première chose, c'est de tous les jours se dire, quand on est face à une certitude, se dire que la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. C'est ce que pensait Socrate. Chris Laquiez, c'est maintenant et c'est sur Esprit Entrepreneur. Moi j'ai un parcours de vie qui est super particulier et vraiment super atypique. J'ai une enfance qui a été assez complexe et j'ai notamment eu un gros problème de santé à l'âge de 13 ans où j'ai perdu la vue de l'œil gauche en fait. Le jour de mon anniversaire, je me rappellerai toute ma vie, c'était le jour de mon anniversaire. En fait moi je l'ai pas mal vécu parce qu'à 13 ans à l'époque et 13 ans aujourd'hui c'est pas la même chose, j'avais pas accès aux réseaux sociaux, moi j'avais pas de téléphone, enfin voilà j'étais un peu coupé du monde, ce qui veut dire que j'avais pas accès à toutes les informations que je pouvais avoir. Exactement un an après, je revoile l'œil gauche avec un voile dessus comme une espèce de voile transparent. Donc moi catastrophe à l'école, catastrophe partout, j'étais un petit peu un rebelle, c'était pas du tout fait pour le système scolaire. Donc ce qui se passe c'est qu'à 16 ans je quitte le domaine familial, je quitte mes parents et je deviens danseur professionnel. Et donc je donnais déjà des cours de danse, donc c'était du hip-hop dancehall à l'époque, je donnais des cours, je faisais partie aussi des plus jeunes à donner des cours. J'ai chorégraphié pour des artistes, j'ai fait des énormes scènes, j'ai fait énormément de trucs au niveau de la danse, je me suis occupé d'une compagnie et tout, donc c'était vraiment top. Sauf que financièrement je ne me retrouvais pas du tout dans la danse, par contre je faisais quelque chose qui me plaisait profondément. À côté de ça, j'avais beaucoup de galères financières, j'étais parti de chez mes parents, donc je vivais à droite à gauche, ça m'est même arrivé des fois de dormir dans la rue. Ça a été une phase de ma vie qui était super compliquée, jusqu'au moment où j'ouvre un peu les yeux et je me dis ok, il faut que je travaille, il faut que je gagne de l'argent et je mets la danse de côté. Je mets ma passion à ce moment-là de côté, voilà. Je travaille dans maçonnerie, je travaille dans plonge, je multiplie les travails, je fais tout ce que je peux un maximum, j'essaye tout, je fais tout. En fait, j'ai toujours eu extrêmement la tchatche. C'est-à-dire que moi, j'étais obligé de me vendre parce que je n'avais pas le choix. Je n'avais rien, j'avais aucun diplôme, j'avais rien, j'avais aucune compétence, donc en fait le seul moyen pour moi c'était de me vendre. Donc j'allais voir les gens, je leur disais ouais la plonge, le barman, je suis un professionnel, je sais tout faire au niveau du bar, t'inquiète pas, j'avais rien à faire, même un whisky coca, je savais pas les doses qu'il fallait mettre, et pourtant j'étais embauché direct et je m'en suis toujours bien sorti. Bon bref, ça a toujours été mon truc en gros de la jouer un peu au culot. Et ce qui se passe par la suite, c'est que je fais une grosse dépression. Voilà. J'ai un moment donné où je travaille beaucoup, tout ça, je vis une relation sentimentale et en fait là je mange vraiment une dépression. Mais pas une dépression qu'on voit sur les réseaux sociaux, je vous dis une vraie dépression. Elle dure combien de temps Ouais, ça a bien duré 6 mois, grosse dépression et tout, et en fait je me retrouve plus de thunes. Rien, à aller limite quémander pour pouvoir avoir 15 centimes pour pouvoir m'acheter, je me rappellerai toute ma vie. Et vous savez les sachets de soupe qu'on met dans de l'eau, qu'on met dans de l'eau quoi. Je mangeais ça, enfin c'était vraiment un moment de ma vie extrêmement compliqué. Et ce qui se passe c'est que j'ai une opportunité pour faire de la télé-réalité. Et on me dit à ce moment-là, voilà, en gros tu vas venir pendant 2 mois, tu vas toucher grosso modo 15 000 €. Et en fait moi, j'étais déjà en formation de tatoueur à ce moment-là, j'étais tatoueur. Ouais. Donc si tu veux, j'avais dans ma tête, l'objectif c'était ok, peut-être que grâce à ça, je vais pouvoir lancer mon entreprise de tatouage, donc pouvoir moi me lancer en tant que tatoueur et je vais pouvoir avoir de l'argent rapidement pour pouvoir me sortir de tous mes problèmes. Et en fait moi j'étais rentré dans une spirale tellement destructrice que du coup, mon seul moyen de pouvoir m'en sortir, c'était ça. Je me disais, ok, je vais partir à l'étranger, je vais faire des rencontres. Je pensais pas à la télé-réalité en soi, je pensais à argent, je pensais à bouger à l'étranger. Je pensais aux retombées de la réalité. Exactement. Sauf que ça a été extrêmement positif et négatif pour moi.
Je vais faire une émission qui s'appelle Les 10 couples parfaits à l'époque. Je parle de ça il y a quelques années quand même, je pourrais plus te dire exactement. En gros, je fais cette émission-là et donc moi j'étais assez invisible honnêtement. C'est un peu un monde à part, c'est un peu un monde particulier. Moi je suis pas du tout dedans, ça me parle pas du tout. Je vis une expérience humaine qui est assez incroyable. Je me fais des potes, je rencontre, je découvre un autre univers que je connaissais pas. Et bon, je prends mes sous, je rentre chez moi, j'ouvre mon entreprise de tatouage, j'ouvre mon premier business. Donc ça, c'est mon premier business à moi. Le problème, c'est que voilà, j'ai pas de notoriété au niveau du tatouage, j'ai pas de clientèle, les gens ne sont pas forcément intéressés. Comment faire pour réussir à avoir, c'était que du présentiel, c'est du tatouage. Donc au final, je me crée un style, je travaille beaucoup, je vais voyager aussi à l'étranger pour apprendre de nouvelles techniques. C'est simple, je générais plus de 10 000 € cash par mois. Je faisais partie des personnes qui ramenaient le plus de monde. J'avais des gens qui venaient de Belgique, j'avais des gens qui venaient d'un peu partout pour se tatouer chez moi. Super, nickel, génial. Et au final, je me rends compte à ce moment-là que le tatouage, c'est pas forcément ce que j'aime. C'est pas forcément ce que j'aime. En fait, ce que j'aimais, c'était l'interaction avec la personne et je me rendais compte que les gens, quand ils venaient se faire tatouer chez moi, ils venaient pour avoir une séance de thérapie en fait. Parce qu'on discutait, parce que j'avais une vision du monde un peu différente. Il faut savoir que j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu en Amérique latine dans des tribus vraiment enfermées, en immersion complète, pendant des mois et des mois. J'ai voyagé un peu dans le monde entier pour vraiment aller à la découverte de culture. Donc j'avais déjà une vision du monde un peu différente. Et donc je me dis, ok, c'est pas ça qui m'intéresse. Donc je rencontre Solène à ce moment-là, ma compagne, et elle me dit, moi j'habite à Bali, tout ça, ok, pas de problème, je pars à Bali avec toi. Je pars à Bali, j'arrête toute mon entreprise, j'ai gagné 10 000 € cash par mois. Je coupe mon entreprise. Du jour au lendemain, j'arrête tout, je dis… Pour l'amour Non, pas pour l'amour, pour l'aventure. Pour l'aventure. Il y avait un peu l'amour. Mais c'était beaucoup pour l'aventure parce qu'en fait, le tatouage, ça me plaisait plus. Ce que j'aimais, c'était vraiment l'accompagnement à la personne. Du coup, je me suis dit, je vais bouger, je vais rencontrer des gens, je vais vraiment faire un truc. Voilà. On part en Thaïlande, tout ça. 3 mois après, j'ai les impôts qui tombent, j'ai tout qui tombe. 87 € sur mon compte. Il me reste 87 € sur mon compte. La vache. Elle était bloquée en Thaïlande. Je suis bloqué en Thaïlande, il me reste 87 € sur mon compte, j'ai pas de billet retour, j'ai rien, j'ai pas d'ordi, j'ai rien, nada. Je me dis, il faut que je me trouve un ordi, il faut que je me trouve un truc, il faut que je me forme dans quelque chose. Commencer à travailler en ligne, à essayer de créer un business. Tu vois, j'avais déjà un peu de monde sur les réseaux, mais je devais faire quoi? Avec la télé, ça m'avait fait quoi, 10 000 personnes, 20 000 personnes, pas du tout qualifiées. Enfin, c'était bidon. Toi, dans ta tête, ça paraît ultra évident que pour aller chercher de nouvelles compétences, tu es prêt du coup à payer des formations en ligne. Tu étais déjà dans cet écosystème-là avant? Alors, Solène, elle travaillait dans l'affiliation depuis longtemps. Elle travaillait avec beaucoup d'entrepreneurs. Elle avait fait énormément de formations en ligne, beaucoup de mastermind. Elle avait participé déjà à beaucoup de formations. Donc, en fait, elle avait déjà un panel de formations qu'elle avait. Donc ça, j'ai pas eu besoin de elle me les a passées parce qu'elle les avait à ce moment-là et ça m'a permis de pouvoir découvrir un peu le monde. Je prends un maximum d'informations, sauf que j'ai pas d'ordi, je vais m'acheter un ordi en Thaïlande. Tu regardes le panel du coup de c'est ça. Avec elle, avec ce qu'elle avait à me proposer à ce moment-là. Et en gros, cet ordi-là, c'était génial parce que je commence à créer des trucs. Je me rappelle, j'avais regardé un truc de dropshipping de Lucas Biver à cette époque-là. Ouais. Je commence à lancer mon premier truc dropshipping, j'ai pas fait une seule vente parce que c'est pas mon truc, ça me parle pas, tu vois, c'était pas du tout mon truc, bref. Et au final, j'ai déjà pas mal formé en psychologie en tant que thérapeute. Donc, je continue à approfondir un maximum. Moi, je suis quelqu'un qui est passionné par ce que je fais. Et quand je suis passionné, je vais vraiment au fond du plus profond du plus profond. Et en fait, ça, je trouve que c'est une compétence qui est super importante parce que si tu te limites à uniquement ce que tu aimes et pas ce qui entoure ce que tu aimes, au final, tu ne seras jamais vraiment performant. Et Einstein disait, on ne résout pas un problème avec la pensée qui a créé ce problème-là. Et pour réussir à avoir une pensée différente, il faut avoir des connaissances différentes. Et c'est pour ça que les multipotentiels, les érudits, toutes ces personnes-là, ils ont une capacité, si je prends Léonard de Vinci à l'époque, Léonard de Vinci, si je vous dis c'est qui Léonard de Vinci, vous allez me dire, Léonard de Vinci, c'était peut-être un peintre, c'était un philosophe, c'était un physicien, enfin il a fait plein de trucs. On peut pas vraiment le définir exactement. Mais cette personne-là avait plein de capacités différentes, parce qu'elle était intéressée par tout ce qui touchait à son univers. Et donc moi, à partir de là, je me découvre sur la psychologie, je me découvre sur la psychanalyse, je me découvre dans l'esprit humain vraiment. Et là, c'est des heures, des journées, des nuits blanches de travail pour essayer de comprendre comment fonctionne l'être humain. C'est pour ça que je fais tout type de formations en épigénétique, j'ai fait des formations en thérapie cognito-comportementale, je fais des formations psychanalyse, enfin, j'ai fait tout type de formations. On lance un business en ligne, je m'associe avec Solène, on lance un business en ligne d'accompagnement. Donc c'était vraiment des masterclass autour de une approche un peu spirituelle avec Solène, une approche un peu plus rationnelle avec mon approche à moi au niveau du développement personnel quand c'est le début de développement personnel. Ça a cartonné, on a eu beaucoup de monde, on a fait rentrer des milliers de personnes dans nos conférences. C'était vraiment génial, on a eu des super bons retours. Et au fur et à mesure, on commence à créer un business. On crée notre premier business d'accompagnement en ligne, donc du coup pour les entreprises, qui s'appelait l'Envol,
qui n'a jamais décollé. Qui n'a jamais décollé. Pas mal celle-là, pas mal. Parce qu'on a eu une très mauvaise façon de marketer, que ça s'est très très mal passé et qu'on a travaillé avec des closers et une agence de closing et ça s'est très très mal passé. Et donc du coup, moi j'analyse les appels, j'essaie de comprendre pourquoi ça s'est mal passé. J'ai les closers au téléphone, j'ai l'agent, j'ai tout le monde. J'essaie d'analyser, j'essaie de comprendre en fait. Je comprenais pas pourquoi. Et quand j'écoute les retranscriptions d'appels, pour moi, c'est une évidence. Je fais de l'accompagnement personnalisé depuis longtemps. J'étudie la philosophie, la psychologie, les neurosciences en profondeur. Quand j'écoutais ce qu'ils disaient, je disais c'est normal qu'ils ne vendent pas. Sur tous les closers que j'ai eu qui travaillaient avec moi, quasiment tous, bah ouais, c'est normal que tu vendes pas. C'est normal que tu vendes pas parce que tu sais pas t'exprimer, tu n'as qu'un seul objectif, ton objectif c'est de vendre et ça se sent. Donc il n'y a pas d'approche psychologique, il n'y a pas d'approche concrète, la personne elle comprend pas, ta manière de t'exprimer ça correspond pas du tout, ton non-verbal, ton paraverbal on l'entend à 1000, ça va pas. Et donc moi ce que j'essaie de faire c'est de me former à fond dans cette partie-là. Mais pas de me former dans de la vente parce qu'en fait j'ai toujours vendu toute ma vie, c'est ce qu'il a fallu que je fasse pour m'en sortir, pour survivre. Ça m'était arrivé d'aller dans des épiceries me vendre pour qu'on m'offre des trucs pour que j'ai des trucs à manger parce que j'avais pas à manger à ce moment-là. Ou ça m'est arrivé de me vendre chez des gens pour pouvoir dormir chez eux. Donc toute ma vie, je n'ai fait que me vendre parce que j'étais en galère. Et donc à ce moment-là, la vente, ça a toujours été quelque chose de très intuitif chez moi. Et donc je mixe après tout ce qui est en termes de psychologie ou autre. Et là, je commence à travailler en profondeur, essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau humain à travers des laboratoires qui travaillent avec de l'imagerie fonctionnelle cérébrale, comprendre au niveau du neuromarketing, me former aux États-Unis avec des informations qu'il y a aux États-Unis, tout ça. Vraiment prendre un maximum d'informations et on arrivait à créer vraiment une compétence autour du closing où là, à l'intérieur, on amène vraiment un accompagnement beaucoup plus particulier, beaucoup plus profond et la personne n'a pas l'impression qu'on lui vende quelque chose et le but c'est d'aller travailler sur des biais différents et aller vraiment être dans un accompagnement beaucoup plus psychologique et concret plutôt que uniquement dans de la vente, dans quelque chose où je veux te proposer et te vendre et t'amener à une vente. Moi je prends l'exemple totalement des gens que vous avez chez Bouygues ou chez SFR qui vous appellent alors que vous n'avez jamais été abonné chez Bouygues ou chez SFR, qui vous disent ouais j'ai un truc super bien à te proposer, c'est très très mal fait tu vois. Et ben c'est un peu ça qu'on a avec les closers aujourd'hui parce qu'ils sont trop dans cette optique-là. Et donc, j'en suis arrivé à ça. On a ouvert cette entreprise-là qui a totalement cartonné, où on n'a jamais fait de communication dessus, jamais fait de com dessus parce que moi, j'étais beaucoup plus proche et connu au niveau de la philosophie, sachant que j'utilisais la philosophie pour pouvoir l'adapter dans les entreprises, pour pouvoir l'adapter chez les particuliers, vraiment quelque chose de profond. J'étais déjà sur l'écriture de mon premier bouquin, donc voilà. Moi, je travaillais beaucoup plus sur ce qui est en termes de philosophie et donc ça ne correspondait pas avec mon closing, l'académie de closing où c'est vraiment de la psychologie et pour les entrepreneurs parce que du coup c'est les entrepreneurs aussi qui ont besoin de savoir vendre à travers des visuels ou autres et aussi pour ceux qui ont envie de se lancer en tant qu'entrepreneur. Nous on mettait aussi en relation dès qu'on avait des demandes au niveau des entrepreneurs avec les closers et puis derrière moi j'avais vraiment mon truc de philosophie qui me prenait le maximum de mon temps aussi où derrière je créais vraiment mon concept et le message, l'idée que j'avais envie de donner aux gens qui était de vulgariser la philosophie, de l'amener toutes ces pensées tellement profondes et tellement puissantes et tout ce que j'ai pu connaître et savoir non seulement mes expériences et ce que j'ai pu apprendre pour les entreprises et pour les particuliers. Aujourd'hui, tu es connu pour deux choses. Tu es connu principalement pour les vidéos que tu fais sur la philosophie et tu es également connu, mais là de par tes clients, pour un business un peu plus caché sur lequel tu ne communiques pas, qui est ton agence de closer. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de tout ça. On a un pôle de formation qui ne travaille pas uniquement sur du closing. On est sur ce qu'on appelle du neuromarketing. C'est l'étude d'une prise de décision dans le cerveau d'un client. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un client lorsqu'il doit prendre une décision. Et moi, c'était vraiment ça mon objectif, c'est de comprendre. Et donc, ce qui est intéressant dans cette agence-là, donc dans ce pôle de formation-là, c'est qu'on travaille sur différentes parties. On travaille sur une partie psychologie, psychanalyse, c'est-à-dire que tous les gens qui viennent, que ce soit des closers, que ce soit des gens qui veulent se lancer dans le closing, que ce soit des entrepreneurs, parce qu'ils ont envie de savoir toutes les techniques pour, à partir du moment où je vais être en relation avec un prospect, ils vont être notamment dans un premier temps formés en psychologie profonde pour savoir analyser une personne, faire une analyse comportementale et avoir vraiment un aspect d'accompagnement. Aujourd'hui, quand on est dans de la vente, notamment en France, où les gens détestent qu'on leur vende des choses, dès qu'on entend vendre, on entend arnaque, on entend internet, on entend arnaque, alors vente internet, arnaque. Donc ça, c'est pas le but. Nous, ce qu'on voulait vraiment, c'est avoir de l'accompagnement et vraiment être des êtres humains qui sont en relation avec des êtres humains. Donc cette approche psychologique, elle est basée sur différents points et ces différents points permettent d'avoir une analyse très
très profonde. Ne pas les chercher uniquement sur le besoin, sur ce qui cache le besoin ou autre. Non, non. On va vraiment chercher sur qu'est-ce qui crée la personne, comment la personne a été créée, pourquoi son comportement en est là aujourd'hui, qu'est-ce qui l'a amené, qu'est-ce qui l'a déterminé. On part d'un système déterministe où on pense que chaque cause a un effet. Et on arrive au bout de la chaîne et on remonte la chaîne jusqu'au début pour essayer de comprendre son fonctionnement. Plus on connaît son fonctionnement, plus par la suite on va pouvoir lui proposer quelque chose qui va être en corrélation avec ce qu'il a réellement besoin. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que derrière on travaille sur du neuromarketing, donc sur des slides qu'on crée pour chaque entreprise avec qui on travaille. Et chaque slide impacte différentes zones du cerveau de manière consciente et inconsciente afin de pouvoir avoir des biais de perception qui sont beaucoup plus grands, de perception, de persuasion qui sont beaucoup plus grands. Et derrière avoir des taux de conversion qui vraiment s'élève énormément. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'en général, les agences de closer, on arrive à avoir pour des entrepreneurs qui ne sont pas connus, d'accord? Si je sors l'exemple des Yomi, des David Laroche, tout ça, où eux, du coup, ils ont une telle notoriété que même si tu ne sais pas vendre, tu vends des choses à n'importe qui. Donc vraiment, pareil sans CPF ou quoi. Donc c'est pas la même vente quand on est avec une vente CPF, quand on n'est pas avec une vente CPF. Et donc de travailler avec des visuels nous permet d'avoir aujourd'hui des taux de conversion qui peuvent monter. Nous, par exemple, dans nos équipes à nous, il y a des closers qui sont montés à plus de 80% de taux de conversion. C'est quand même énorme. C'est-à-dire que sur 10 appels, 8 ventes, elles sont faites, quoi. Non seulement il va travailler sur la data de visualisation. La data de visualisation, c'est ce qui va permettre à ton cerveau d'économiser 90% d'énergie à traiter une information. Et on se rend compte d'une chose, c'est que le prospect, il n'a pas besoin de réfléchir rapidement. Système 1, système 2 de Daniel Kahneman, vous avez dû sûrement voir, prix Nobel de l'économie. Et il expliquait que plus le cerveau va réfléchir, moins il va avoir de capacité à prendre des décisions. Plus il va avoir une pensée qui fluctue et qui est rapide, plus il va avoir de facilité à prendre des décisions rapides. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que nous, on l'a adapté avec des visuels parce que ces visuels, ils permettent de comprendre les choses concrètement parlant. Quand là, je suis en train de vous parler, vous êtes en train de vous imaginer inconsciemment ce que je vous dis afin de pouvoir faire en sorte que ça soit clair et précis. Pour nous. Voilà, et si vous ne comprenez pas, vous me posez des questions. Et donc, on en arrive plus rapidement aux objections. Le problème, c'est que vu que là, nous, on arrive avec une suite de visuels qui impactent différentes zones et qui font que par la suite, le prospect, il peut pas avoir de questions parce qu'en fait, il a tout simplement tout compris à ce qu'on lui a dit parce qu'il l'a vu concrètement et qu'on lui a mis des animations. Et par la suite, il n'a pas le temps de réfléchir. En fait, c'est évident pour lui. Et nous, ce qu'on veut rentrer, on rentre dans le système où en fait, c'est le prospect qui se vend pour acheter la formation. C'est-à-dire que nous, on est même capable d'arriver et de lui dire qu'en fait, peut-être qu'il ne va pas rentrer, peut-être qu'il ne va pas pouvoir le faire, peut-être qu'on n'a même rien à lui proposer, peut-être qu'on a juste fait un appel comme ça. Et que lui, il en arrive à se dire, mais vous avez quoi me proposer? Je vais absolument travailler avec vous, quoi. Et donc, c'est vraiment là-dedans que nous, on veut rentrer parce qu'on est vraiment dans de l'accompagnement, c'est beaucoup plus bienveillant, c'est beaucoup plus éthique et c'est ça qui permet d'avoir de vraies ventes. Et je pense qu'aujourd'hui, on est trop dans l'entrepreneuriat punchy, il faut faire de la vente, il faut être un peu requin. En fait, ça, c'est travailler à l'envers. Parce que l'être humain a besoin d'un contact humain concret et ce que je disais hier dans ma conférence, c'est que si tes actions, tes dires ne sont pas en corrélation avec ce que tu es, c'est des études qui ont été faites à Chicago, tu as un moins grand taux de conversion qui se met en place. En amont d'une vente, j'ai l'impression que tu fais beaucoup de recherches pour avoir beaucoup d'informations sur l'écosystème et la manière avec laquelle vit ton interlocuteur. Est-ce que tu peux nous parler justement des 3 gros piliers, on peut dire, pour réussir à faire cette vente et à faire des visuels impactants? Okay. On s'est inspiré un peu de Jordan Belfort du Loup de Wall Street, qui lui travaille sur la straight line. Et sur cette straight line, il utilisait 3 grands piliers, qui sont l'être humain, l'entreprise et le produit. En gros, dans ces 3 piliers-là, tu as l'entreprise, qui va être l'entreprise de ce que je vais présenter en tant que… Admettons, je suis entrepreneur, j'ai mon entreprise. Il va falloir que je parle de mon entreprise, pas du produit, pas de ce que je suis, de mon entreprise. Il va y avoir l'expertise en tant que personne, c'est-à-dire à quel point ma personne est un expert dans son domaine. Et il va y avoir en dernier le produit, à quel point le produit n'a jamais été aussi bien pour toi que lorsque je l'ai créé. Tu vois ? Et ça, c'est vraiment les 3 piliers pour le coup. Mais c'est uniquement pour celui qui vend. Après, on s'intéresse par la suite à la personne, à réellement qui elle est. Tu vois. Mais là, pour le coup, c'est très personnel. C'est ce que moi, j'ai présenté aux gens. Dans la persuasion, dans cet aspect de compréhension et dans cet aspect de confiance qu'on va avoir avec le prospect, ces 3 piliers sont nécessaires. C'est-à-dire qu'on va travailler sur la personne. On va travailler sur la personne et quand on travaille sur la personne, je ne te parle pas du prospect, je te parle du closer, je te parle de l'entrepreneur. Si je prends l'exemple d'un closer, rares sont les closers qui vont se présenter autrement qu'en tant que closer. C'est-à-dire qu'ils vont arriver, je travaille pour telle entreprise, je fais telle chose et j'aide cette entreprise-là à faire telle ou telle chose. Okay ? Grosso modo, ça va être la présentation classique. Sauf que à ce moment-là, on n'a pas affaire à un expert, on a affaire à un closer.
Et ça déjà, tu peux être sûr 9 fois sur 10 que la personne ne va pas acheter. Parce qu'en fait, si elle n'a pas affaire à un expert, pourquoi est-ce qu'elle lui ferait confiance? Si toi, demain, tu vas aller au rayon sèche-cheveux pour acheter un sèche-cheveux, si tu ne vas pas voir la personne qui s'occupe des sèche-cheveux et que c'est une personne qui s'occupe des chaussures qui va te voir, ben, tu vas lui faire moins confiance. Donc du coup, déjà, tu peux être sûr que la personne va beaucoup moins te faire confiance. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que déjà, le closer, il se présente en tant qu'expert dans le domaine dans lequel il travaille. Mais bien plus qu'expert, c'est quelqu'un qui connaît et qui est renseigné là-dedans. C'est-à-dire que si demain, on a un closer qui travaille sur du business, il sait faire un business plan, il connaît les stratégies marketing, il connaît le parcours client, il connaît tout afin d'être vraiment calé et carré sur son domaine. Tu vois, nous, on va vraiment travailler sur la connaissance à maximum. Ce qui fait que quand le prospect il arrive, même s'il connaît un petit peu le business ou autre, lui, il est méga calé, c'est un expert dans son domaine. Et il le montre au prospect. Il le montre au prospect parce qu'il lui dit, ben voilà, moi je suis expert dans telle chose, j'ai accompagné tant de personnes, qui peut être le nombre d'appels qu'il a fait, j'ai réussi à avoir tant de personnes qui ont réussi à travers ce que j'ai pu faire. Il y a une manière de tourner la chose et de faire en sorte que lui soit réellement un expert. Ça, c'est le premier pilier pour moi. Parce que du coup, quand on commence un appel et qu'on sait qu'on a affaire à un expert concret dans ce qu'il propose, ben, tu sais que tu vas déjà lui faire confiance. Tu as un aspect d'autorité dans un premier temps et un aspect de confiance parce que tu sais que cette personne-là, elle est bonne dans ce qu'elle fait. Mais il y a certaines personnes qui viennent et qui disent voilà, moi j'ai vraiment envie de réussir à vendre mes accompagnements, ok, dans quoi est-ce que tu es expert? Et à chaque fois, la question, tu peux te rendre compte à n'importe qui. Pose la question, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, je suis coach en développement, je dis une connerie. Je suis coach en développement personnel. Ok, tu es coach en développement personnel. Qu'est-ce que tu fais en tant que coach en développement personnel? Ouais, j'aide les gens à pouvoir développer leur plein potentiel. Ok, ça sert à quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux donner aux gens? Qu'est-ce que tu leur apportes? Quelle est ton authenticité? En quoi est-ce que tu es unique? En quoi est-ce que tu es expert? Tu vois? Le problème, c'est qu'on se limite à ce qu'on pense être de nous. Tu vois? Mais en réalité, on ne sera jamais ce qu'on est de nous. C'est ce que tu disais hier dans la conférence, c'est un domaine philosophique qui a été mis en place par Paul Ricoeur qui est assez incroyable. C'est l'identité memté, l'identité dipséité et l'identité narrative qui est le pont entre les deux. Cette partie-là, c'est vraiment super important parce que ça te permet de comprendre un truc de ouf. La memté, c'est ton identité à travers les actions que tu as vécues dans ta vie. C'est-à-dire que moi, par exemple, on pourrait très bien me dire oh, lui, c'est un danseur. Et du coup, aujourd'hui, encore me dire oh, t'as vu, c'est le danseur, lui, de la dernière fois. C'est mon identité qui persiste dans le temps. Okay, l'ipséité, c'est mon identité qui change à travers les expériences que je vis dans ma vie. C'est-à-dire que je vais vivre différents types d'expériences qui vont me faire changer mon comportement. Là où j'étais impulsif à l'époque, je suis aujourd'hui beaucoup plus sage et beaucoup plus réfléchi. L'identité narrative, c'est un pont que Paul Ricoeur a fait, qui est philosophe, entre la memté et l'ipséité, qui est l'identité, c'est qu'est-ce que je vais raconter aux gens de ce que je pense être. Qu'est-ce que je vais raconter de moi au monde. Et en fait, ce récit-là, ça va être ton expertise dans ton domaine. Parce que du coup, ce fameux storytelling que Oussama Ammar sait faire et qu'il extrapole et qu'il le gonfle à maximum, c'est pas forcément l'identité narrative parce qu'en fait, c'est des événements qui soit existent pas. Je suis pas là pour juger si ce qui s'est dit c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est la manière dans laquelle tu vas amener ce récit-là va créer en fait ton authenticité, ton expertise. Je peux prendre deux personnes qui font exactement la même chose, qui ont des récits différents. Il y en a un qui va être un super expert et l'autre qui le sera beaucoup moins. Pourquoi? Parce que le récit qu'ils ont décidé de raconter aux gens il est différent. Donc là, c'était le premier pilier. Maintenant, on va faire le deuxième. Le deuxième, ça va être beaucoup plus sur l'entreprise. C'est-à-dire que en quoi est-ce que ton entreprise, elle est experte dans son domaine? Et donc, on est encore dans le même récit qu'on va raconter aux gens, mais à travers son entreprise. C'est-à-dire que la preuve sociale pour l'entreprise, ça va être assez intéressante. Tout ce qu'on va pouvoir, tout ce que vous avez pu réaliser aussi, les articles, peu importe tout ce que vous avez fait, il faut le mettre aussi en avant dans un appel. Et dans un appel, on n'y pense pas forcément. Parce qu'on se dit, on va pas forcément parler de mon entreprise, ou très peu, je vais dire un petit peu ce que c'est mon entreprise, et après, je vais passer au produit. On va se focaliser sur le produit, parce que c'est ça qu'il faut que je lui vende. Donc, on passe à côté des personnes, donc moi, l'expert que je suis, de l'entreprise, donc pourquoi est-ce que mon entreprise aussi est aussi importante et aussi forte? Qu'est-ce qu'on a fait? Combien de personnes est-ce qu'on a accompagnées? Pourquoi est-ce qu'on les a accompagnées? Pourquoi est-ce qu'ils nous ont suivis? Quelle histoire a notre entreprise? Pourquoi elle est devenue ce qu'elle est devenue? Mais tout en restant vraiment authentique, en créant vraiment quelque chose de concret et pas une entreprise qu'on a créée, un imaginaire, une utopie, tu vois. Et ensuite, le dernier point, lui, ça va être le point du produit. Et ce point du produit-là, très paradoxalement, c'est celui qu'on parle le moins. Pourquoi est-ce qu'on parle le moins du produit? Parce qu'en fait, le produit, c'est l'histoire qu'on raconte pendant tout l'appel. Tu vois? C'est-à-dire qu'on a fait une analyse. Cette analyse nous a permis de savoir des choses. Si ces choses-là sont en corrélation avec le produit, quand on va lui présenter le produit, on ne va pas lui présenter le produit à la fin. Le produit, on le présente dans l'histoire qu'on lui raconte dans l'appel. C'est-à-dire que si une personne vient me voir et me dit j'ai besoin d'une équipe marketing et qu'au final je me rends compte que ce n'est pas une équipe marketing mais c'est passer plus de temps avec ses enfants, et ben moi je vais lui dire que mon produit ne lui amène pas une équipe marketing mais mon produit il va pouvoir l'aider à avoir plus de temps pour ses enfants, de pouvoir les voir grandir, de pouvoir amener la chose pour aller taper à l'épicentre réellement parce que c'est réellement ça que ça va lui apporter. C'est pour ça que nous on travaille aussi qu'avec
avec des gens qui vendent des services, des produits de qualité, parce qu'on ne peut pas, avec des techniques comme ça aujourd'hui, se permettre de pouvoir travailler avec des gens qui vendent tout et n'importe quoi et qu'au final, ce ne soit pas qualitatif par la suite. On veut vraiment de la qualité et donc tu as certaines personnes qui vendent de super produits, qui ne savent pas le marketer et de juste pouvoir l'amener d'une manière différente et que le produit en fait se raconte sous forme d'histoire et qu'à la fin, en fait, c'est comme s'il avait toujours été en liaison avec le produit et qu'il le découvre à la fin un petit peu comme un récit, tu vois, et où lui, il a cette prise de conscience de se dire mais ce produit-là, en fait, il est génial, tu vois. C'est vraiment ça qu'il me faut. Et c'est ça qui est super intéressant là-dedans, c'est qu'on travaille de manière complètement différente. Au lieu de s'axer que sur le produit, le produit devient le conteur de l'histoire, en fait. Tu vois. C'est ça qui est intéressant. On a appelé ça la neuroclosing parce que c'est l'aspect de closing. C'est le step quand je suis en relation avec un client, c'est là qu'on travaille. Mais en soi, c'est pas pour des closers uniquement. Ça peut être pour tout type de personnes. Demain, je suis coach, j'arrive pas à vendre mes produits. Je sais qu'avec cette formation-là et avec ces connaissances-là, à partir du moment où j'ai un contact avec un prospect, une fois sur deux, je le close, quoi. Sûr et certain. Et donc c'est vraiment ça qu'on voulait amener. On a appelé ça la Neuroclosing Academy parce que c'est la compétence de closing, mais c'est pas que pour les closers, non pas du tout. Et du coup, quand tu rencontres ces closers-là ou ces entrepreneurs-là, quelle est l'erreur majoritaire ou une erreur commune vraiment que tu rencontres à chaque fois, une erreur que eux font et dans laquelle du coup tu travailles avec eux? La plus grosse erreur que tout le monde fait, c'est qu'on se concentre trop sur ce qu'on veut vendre et pas assez sur la personne. Et ça marche pour 80% des gens. C'est-à-dire que les gens qui savent réellement vendre, c'est des gens qui connaissent profondément la psychologie humaine. C'est des gens qui savent réellement comment fonctionne l'esprit humain. C'est-à-dire savoir comment une pensée se crée et quelle arborescence elle va prendre et va mettre pour pouvoir aller sur une autre pensée. C'est ça qui est intéressant. C'est que si tu connais pas ça, tu sais pas qu'est-ce qui détermine le besoin de la personne. Et en réalité, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a notre produit. On sait les caractéristiques de notre produit ou de notre service, peu importe ce qu'on vend. Et du coup, la personne va nous amener des besoins qui vont être, peut-être en corrélation avec un des points de notre produit ou de notre service. Et donc, du coup, on va s'axer sur ça, vu que c'est la demande qu'elle nous a faite. Et on va rester à ça. D'accord ? Dans le marketing traditionnel, on entend souvent dire répondre aux besoins, aller trouver le besoin de la personne ou alors le créer un besoin et ensuite aller voir et aller répondre à son besoin de telle manière. Nous, on va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on va aller chercher qu'est-ce qui détermine le besoin et qu'est-ce qui a été créé par ce qui détermine le besoin et ainsi de suite, remonter en profondeur. Par exemple, encore une fois, je reviens à cette personne qui a besoin d'une équipe marketing ou une personne qui, par exemple, a besoin de gagner de l'argent. Moi, ce que je veux, c'est gagner plus d'argent. J'ai une entreprise qui ne me plaît pas, j'ai besoin de gagner plus d'argent. Ok, très bien. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu as besoin de gagner de l'argent réellement ? Qu'est-ce qui te pousse à faire ce que tu as envie de faire ? Voilà, je le fais parce que ça m'amène à ça. En fait, il y a son vrai besoin qui va sortir. Son vrai désir, c'est ça la différence, le désir profond, il va arriver. Il y a le besoin, il y a le désir. Et nous, on va chercher le désir. C'est vraiment ce qui le pousse à aller chercher le truc. C'est-à-dire, je désire la liberté, donc je vais chercher l'argent. J'amène le besoin, mais en réalité, je veux être libre. Si tu cherches ton discours sur l'argent et te dire « Ah, avec nous, tu vas gagner beaucoup d'argent, t'inquiète, c'est sûr, tu vas être tranquille, tu vas gagner beaucoup d'argent », non. Avec nous, tu vas réussir à être libre. Avec nous, tu vas réussir à être libre, mais avec nous, on va te sortir de ton enfermement. Tu vois ? Et encore une fois, on ne travaille plus sur ce qu'on va lui faire gagner, on travaille sur ce qu'il ne va pas perdre. Après, tu as plein de notions différentes avec les aversions à la perte, avec plein de notions qui nous permettent de travailler non seulement au niveau de nos discours, non pas sur ce qu'il va gagner, mais sur ce qu'il ne va pas perdre, ce qui fait qu'il n'a pas d'investissement, mais toujours un retour sur ce qu'il va gagner. On lui fait toujours penser, et c'est parce que c'est réellement ce qu'il va avoir, qu'il va gagner 2 fois et demi ce qu'il va investir. À partir du moment où on dit à une personne qui va gagner 2 fois et demi ce qu'il va investir, il va avoir beaucoup plus de facilité à investir. Je te donne un exemple tout simple. C'est fou. Ouais, un exemple tout simple, c'est que je te dis, on va au casino ce soir. On va au casino ce soir et crois-moi, ce soir, il y a énormément de chances que tu puisses… Allez, tu mets 1 000 €, il y a énormément de chances que tu puisses gagner 3 000 – 4 000 €. Ce soir, il y a énormément de chances. Tu viens jouer ? Tu viens jouer avec moi ? On va jouer au casino. Je te fais un autre plan. Écoute, ce soir, tu viens jouer avec moi, tu mets 1 000 €, tu ne les perdras pas, sûr et certain. Au mieux, tu en gagnes. Sûr et certain, tu ne les perds pas. C'est vrai que c'est con, mais j'ai un. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, psychologiquement parlant, tu es plus attiré par ce que tu ne vas pas perdre plutôt qu'avec ce que tu vas potentiellement gagner. Parce qu'en fait, ce que tu n'as pas perdu, tu l'as déjà, vu que tu ne l'as pas perdu. Tu l'as déjà. Ce que tu peux éventuellement gagner, tu l'as jamais eu. C'est de l'illusoire, c'est de la pensée. Tu vois, c'est pas palpable. Donc c'est partir d'une situation concrète pour… Exactement. Et donc aller chercher plutôt sur ce qui ne va pas perdre, plutôt que d'aller uniquement travailler sur ce qui va potentiellement gagner. Mais derrière, dans ce qui ne va pas perdre, il va y gagner quelque chose. Donc non seulement tu vas pas perdre, mais tu vas gagner 2 fois et demi ce que tu as investi. Quel lien avec la philosophie en fait ? Quand tu me dis tout ça, moi je me dis mais ça n'a aucun rapport avec ce pourquoi je te connais. Moi honnêtement, cette partie-là, c'est vraiment de la partie psychologie. C'est-à-dire que ce que je vous dis ici, c'est l'histoire de ma vie
au niveau de la vente, l'histoire de l'esprit humain, de tout ce que j'ai travaillé là-dedans. C'est pour ça que c'est un travail qui est fait plus ou moins dans l'ombre, parce que c'est quelque chose qui me parle, qui me plaît, mais ce n'est pas quelque chose qui me passionne. D'accord ? C'est-à-dire que je l'ai étudié, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à faire. J'ai des gens qui forment pour moi. Moi aussi, je vais former à l'intérieur de mon académie. Ça tourne plus ou moins bien. Je suis content. Tout se passe très bien. C'est ta vache à lait, quoi. Ouais, voilà, c'est ma vache à lait. Et en gros, tout se passe très bien. C'est pas un truc que j'ai forcément envie d'en parler. Pourquoi ? Parce que ça correspond pas avec ce que j'aime vraiment, réellement, ma passion. Et moi, comme vous avez vu de par toute mon histoire, j'ai besoin d'être animé profondément par ce que je fais. Et ce qui m'anime, c'est la philosophie. Ce qui m'anime, c'est la philosophie qui elle-même en relation, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous parlais d'un concept de Paul Ricoeur, qui est mis aussi dans la vente avec l'identité narrative, la philosophie peut être adaptée à la vie quotidienne et peut être adaptée à la vie professionnelle et peut être adaptée dans notre compréhension du monde. Et en fait, c'est juste... Au lieu de regarder les deux faces de la carte et se dire qu'en fait il existe une troisième face qu'on ne voit pas et que grâce à la philosophie je peux la voir et du coup avoir beaucoup plus de connaissances. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est pour ça que les gens ils ont peur d'investir ou autre, c'est parce qu'ils sont toujours dans l'attente d'avoir quelque chose alors qu'en réalité le plus important c'est la connaissance. Plus j'ai de connaissances sur un sujet, plus j'ai de connaissances sur une chose, plus j'ai de capacité de pouvoir être vraiment meilleur dans mon domaine. Et la philosophie nous apporte ça parce qu'il y a des gens comme Kant, comme Spinoza, comme les stoïciens avec Marc Aurèle qui... Si on parle des stoïciens par exemple, on parle quand même d'un mec Épictète qui a fait 30 ans d'esclavage, qui s'en est sorti et qui derrière est devenu un des plus grands philosophes. On parle d'un des empereurs qui était le plus grand empereur lorsque l'Empire romain était à son apogée, Marc Aurèle, un stoïcien. On parle de Sénèque qui était le précepteur d'un Néron, donc quelqu'un qui, en gros celui qui va aider le chef de l'État, grosso modo. Enfin, on parle de personnes. Zénon qui est le créateur de la philosophie stoïcienne, c'était un marchand, un gros marchand qui gagnait beaucoup et qui a perdu ses bateaux du jour au lendemain. Enfin, on parle de gens qui étaient des entrepreneurs. Ces gens-là, c'était des entrepreneurs. Et aujourd'hui, si on se voit aux États-Unis avec Ryan Holiday, avec Tim Ferriss qui utilise la philosophie stoïcienne pour les entreprises, c'est que la philosophie, excusez-moi, mais elle n'est pas uniquement théorique. La philosophie, elle a une pratique qui est uniquement, mais incroyablement puissante pour les entreprises. Incroyablement puissante sur les entreprises. En fait, ce que je comprends par là, c'est que la philosophie, du coup, ça permet de ne pas rester dans la surface. Bien en fait, juste de la vente, du business en général, ça permet vraiment de donner un sens à tout ça, si je comprends. Et puis juste d'aller beaucoup plus loin. Totalement. Surtout qu'en plus, on est notre entreprise. Notre esprit est le reflet de notre entreprise. Si tu développes ton esprit, tu développes ton entreprise. Si tu développes ton entreprise, si tu développes pas ton esprit, tu développes pas ton entreprise. Ah ouais, vu que c'est toi ton entreprise. Évidemment, peu importe le type d'entreprise que tu as, si Steve Jobs n'avait pas autant de connaissances qu'il avait, est-ce qu'il aurait réussi à faire d'Apple Apple ? Je sais pas. Steve Jobs, il était fort parce qu'il avait cette capacité d'éloquence, cette capacité de partager, de raconter des histoires. C'était un conteur. Comme Jésus, comme Bouddha, comme Socrate, c'était des conteurs, ces gens-là. Tu vois ? Et ce qu'ils ont été capables de faire, c'est à travers toutes les connaissances qu'ils avaient. Si tu prends Steve Jobs, tu enlèves toutes ses connaissances, Apple, c'est pas Apple. Et donc c'est ça la puissance en fait, c'est de développer son esprit pour pouvoir avoir un maximum de compétences et de connaissances. Plus j'ai de choses, plus j'ai de capacité à gérer les situations, à avoir de nouvelles idées, à être créatif, à aller voir des notions différentes, comprendre l'esprit humain. Et tout ça c'est trop important aujourd'hui parce que vous vendez à des humains. On va te laisser donner à notre audience, voilà, esprit entrepreneur, un défi que toi-même du coup tu auras choisi. En fait, quelque chose qui serait vraiment pratique, quoi. Quelque chose qui serait vraiment concret et applicable en fait, tout simplement. Pour moi, je pense qu'il y a un truc que tous les entrepreneurs devraient faire et qu'ils ne font pas assez parce qu'ils ont des égos tous plus ou moins surdimensionnés. Les entrepreneurs en général, moi je sais ça, je connais telle chose. C'est une phrase de Socrate et qu'il faut réussir à adapter tous les jours dans notre vie. Il y a un exercice concret qui a été fait par Marc Aurèle, comme on va vraiment voir la philosophie à quel point elle peut avoir un impact. La première chose, c'est de tous les jours se dire, quand on est face à une certitude, quelque chose où on se dit « je suis sûr de ça », se dire que la seule chose qu'on ne sait, c'est qu'on ne sait rien, ce que pensait Socrate. Et de fait de se dire ça, ça te permet de toujours te remettre en question et te dire que tu peux être meilleur. Tu peux savoir plus de choses. Tu n'es pas limité dans quelque chose. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est tous les soirs écrire ces fameuses pensées pour moi-même. C'est le livre Les Méditations de Marc Aurèle, où tous les soirs, tu prends ton cahier, tu t'introspectes dans le lit et tu te dis qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée ? Qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais pu mieux faire ? Pourquoi est-ce que je l'ai fait ? Et qu'est-ce qui pourrait être mieux fait ? Et si tu fais ça tous les soirs, alors là, je vais te dire, mon pauvre, à la fin, tu arrives et tu es ultra carré. Le gars, c'était l'empereur le plus puissant de son époque et il a fait ça tous les soirs et ça lui a permis de pouvoir régner avec une capacité qui était juste incroyable. Ça fait partie d'un des 5 bons empereurs romains. C'est-à-dire parmi tous les empereurs romains qu'il y a eu, ça fait partie des 5 bons empereurs romains. Donc si vous voulez devenir
un des 5 bons entrepreneurs français. Faites ça et vous allez voir qu'il va y avoir un grand changement. Eh bien merci à tous d'avoir écouté cette édition. Comme d'habitude, vous allez retrouver un guide écrit et détaillé de cette édition sur notre site internet espritrentrepreneur.fr. On y développera notamment les concepts énoncés dans cette vidéo. Et les amis, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager. Voilà, en tout cas avec Clément, on répond vraiment à tous vos commentaires et ils nous servent beaucoup pour l'amélioration de cette chaîne. Voilà, en tout cas, on vous remercie d'avoir été là. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout. On vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur Esprit Entrepreneur.